Le château de Germolles, propriété des ducs de Bourgogne, conserve un exceptionnel ensemble de peintures murales datant de la fin du XIVe siècle que chacun peut découvrir en visitant le lieu. Les murs des appartements princiers de la fin du XIVe siècle étaient habituellement recouverts de tapisseries, comme on peut le voir sur ces miniatures. Ceux du château de Germolles n'échappaient pas à la règle. Ces tentures ont disparu. À Germolles, d'autres décors muraux sont visibles. Leur étude scientifique a permis de révéler leur authenticité et de faire des hypothèses sur leur apparence probable au moment de leur création. Cette vidéo illustre cette redécouverte. Le château de Germolles, offert à Marguerite de Flandre par son mari Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et frère du roi de France Charles V, est la résidence la mieux conservée de ces princes valois. Après les ducs, elle est devenue royale, a subi des périodes d'abandon et après la Révolution française, des destructions volontaires et accidentelles. Aujourd'hui, c'est une résidence privée, classée monument historique et ouverte au public. Au premier étage du bâtiment principal se trouvent les vestiges de peintures murales courtoises et bucoliques de l'atelier de Jean de Beaumetz, datant de la fin du XIVe siècle. Les pièces étaient à l'origine décorées de carreaux de pavement assortis aux fleurs représentées sur les murs, dans la garde-robe de la belle-fille des princes, Marguerite de Bavière, que nous allons détailler dans la suite. Les initiales des princes alternent régulièrement avec des fleurs. Les murs des appartements du premier étage ont été redécorés avec du plâtre et du papier peint au début du XIXe siècle. Cette nouvelle décoration a été appliquée sur les peintures murales d'origine qui ont été bûchées afin d'améliorer l'adhérence du plâtre. Redécouverte pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie de cette décoration du XIXe siècle a été dégagée dans les années 1970. Les peintures de la garde-robe ont été restaurées entre 1989 et 1995. Cette intervention, bien que très respectueuse, n'a pas été documentée à l'époque. Les contes médiévaux du château font état des matériaux acquis pour réaliser la décoration murale et une liste détaillée de ces matériaux fournit des informations utiles pour l'étude des peintures par rapport aux décors présents dans d'autres résidences ducales. Cependant, la composition des peintures existantes et les matériaux identifiés ne correspondent pas exactement à ces informations. En particulier, les livres de comptes mentionnent l'achat d'une grande quantité de feuilles de métal qui ne sont pas visibles dans les peintures. En outre, on ne trouve pas dans les comptes ce pigment vert, largement utilisé comme fond pour les décors muraux. Ce manque de correspondance entre les archives et les preuves matérielles a motivé l'étude approfondie des décors du château. La couche de préparation à base de chaux a d'abord été appliquée et recouverte uniformément d'une sous-couche d'ocre jaune qui est encore visible sur cette photo. Les grandes lettres P et M ont été réalisées à l'aide de gabarits, technique du pochoir, et peintes en blanc de plomb dans de l'huile de noix, tandis que le fond vert a été réalisé avec des pigments cuivre et plomb mélangés également à l'huile de noix. Les deux pigments cuivre et plomb, non mentionnés dans les contes médiévaux du château, ont certainement été produits sur place. Si les lettres M sont toutes identiques, les artistes médiévaux ont embelli les lettres P avec des arabesques ajoutées à leur extrémité. L'imagerie hyperspectrale indique clairement la disparition progressive du profil d'embellissement de l'image RVB à celle obtenue avec des longueurs d'onde croissantes jusque dans le domaine de l'infrarouge. Chaque lettre P a été embellie différemment. Entre les lettres, on trouve des chardons. Ils étaient constitués de feuilles d'étain vert, découpées en forme de fleurs, dorées et rehaussées de traits à base de glaçure ou de peinture noire. Leur usure fait qu'aujourd'hui les chardons apparaissent blancs, mais des résidus de peinture verte et des stratigraphies complexes de décors métalliques peuvent être observés localement. La découverte des peintures murales par les visiteurs s'accompagne d'un rappel sur leur création, leur réalisation et leur signification. Si les lettres apparaissent dans un état proche de celui d'origine, l'apparence des chardons est trompeuse. L'intervention de restauration a accentué ce phénomène en recouvrant partiellement les résidus métalliques de badigeon blanc. Une dérestauration partielle permettrait de mieux les visualiser, mais sans améliorer sensiblement l'aspect général.
Les gestionnaires du château, souhaitant suggérer de manière non invasive aux visiteurs le rendu probable des peintures lors de leur réalisation, se sont tournés vers la réalité augmentée, appliquée avec succès sur d'autres sites patrimoniaux comme à Cluny, Jumièges ou Brou. Le département informatique de l'IUT Lyon 1, sur le site de Bourg-en-Bresse, forme des étudiants au métier du développement informatique. Depuis 2015, le département a choisi d'investir dans une plateforme matérielle et logicielle de réalité virtuelle et augmentée afin de la proposer à ses étudiants pour réaliser des projets un peu atypiques. Les applications visées sont très diverses comme le montrent ces vidéos. Nous avons ici, de haut en bas et de gauche à droite, une application de réalité virtuelle commandée par des ondes cérébrales, un atelier de réparation de maillage, une visite virtuelle du monastère royal de Brou et un jeu de rôle en réseau. Ces projets se font le plus souvent en collaboration avec un partenaire extérieur, comme un laboratoire de recherche ou un acteur du patrimoine. C'est dans ce cadre que le château de Germolles nous a offert une opportunité. La présentation du décor lors des visites du château de Germolles fut le point de départ d'une idée de médiation. Comment faire réaliser aux visiteurs, autrement que par le discours, la magnificence des décors passés? La réalité augmentée est une technologie qui permet à des éléments virtuels et réels de coexister au sein d'une même scène. Elle est déjà utilisée pour la valorisation du patrimoine, comme par exemple à l'abbaye de Jumièges, à gauche, ou sur le site de Cluny, à droite. Mais ces deux réalisations, bien que techniquement très au point, ont des limitations que nous ne souhaitions pas subir. Le point de vue est fixe et précalculé, et certains dispositifs matériels sont fortement intrusifs. L'application de réalité augmentée du château de Germolles permettrait de visualiser les peintures murales dans un état proche de celui qu'elles présentaient à l'époque où elles ont été créées, sous différents éclairages et avec la possibilité de superposer cette visualisation avec l'état actuel du décor. Les contraintes de conception étaient importantes. Cette application devait autoriser une liberté totale de mouvement, pouvoir s'exécuter sur la tablette avec des capacités de calcul limitées, sans utiliser aucune connexion ni aucun dispositif intrusif afin de ne pas dénaturer le lieu de l'expérimentation. Cette application n'a pas été pensée comme une attraction, mais plutôt comme un complément, un apport, lors de ce point culminant de la visite du château. Pour cette application, le réalisme visuel était nécessaire. Mais faire un calcul réaliste, avec un calcul rigoureux des interactions lumière-matière, est un processus très coûteux et hors de portée d'une tablette. Nous avons donc fait le choix d'un compromis et utilisé un calcul avec un modèle plus simple mais visuellement plausible. Cette figure illustre la différence entre les deux méthodes de calcul d'éclairage, physiquement réaliste et visuellement plausible. Il y a des différences perceptibles entre les deux, mais elles restent minimes et ne diminuent pas le réalisme perçu. La scène affichée en réalité augmentée à Germolles peut être décomposée en 3 parties: les chardons, les lettres et le fond. Chacune de ces parties a des caractéristiques différentes pour lesquelles il a fallu concevoir un matériau spécifique. Comme précisé, ce modèle de matériau est à la fois plausible visuellement, simple à paramétrer et peu exigeant au niveau de la puissance de calcul nécessaire. Une application de réalité augmentée doit synchroniser les éléments réels et virtuels en se calant sur l'environnement. Comme nous l'avons déjà dit, pour l'application Germolles, nous devions faire en sorte que ce processus soit le moins intrusif possible. Comme le montre la figure, l'application se repère par rapport au décor lui-même. Ce dernier a été partagé en 16 marqueurs indépendants qui, lorsqu'ils sont repérés par la caméra, permettent de situer la tablette dans l'espace en effectuant un calcul de transformation inverse. Une fois que les matériaux sont définis et que les objets sont bien positionnés les uns par rapport aux autres, il faut éclairer la scène de manière réaliste. Pour capturer l'ambiance globale de la chambre, nous utilisons des photos spéciales prises à 360 degrés en haute dynamique, c'est-à-dire qu'elles capturent la véritable intensité lumineuse présente dans la pièce. Pour l'éclairage principal, dû à la fenêtre, nous utilisons là encore une image en haute dynamique que nous transformons en un ensemble de petites sources lumineuses virtuelles afin de créer une contribution plus importante. La position et la couleur de chaque source sont déterminées de manière statistique par rapport aux pixels correspondants de la fenêtre. Enfin, l'éclairage de nuit utilise une simulation de bougie. C'est un peu plus compliqué que pour les processus précédents. Pour éclairer comme une bougie,
Nous utilisons une mesure de l'intensité de l'éclairage d'une bougie sous tous les angles possibles, que nous reproduisons dans le logiciel utilisé pour la simulation pour moduler une source à l'éclairage uniforme. Ensuite, afin d'obtenir un effet de vacillement de la flamme, cette source subit de légères rotations aléatoires. Encore une fois, cette méthode n'est pas une simulation réaliste, mais elle donne un résultat visuellement convaincant. Nous allons maintenant voir comment l'expérience de réalité augmentée est perçue par les visiteurs. Lorsque les visiteurs entrent dans la garde-robe de Marguerite de Bavière, ils sont informés sur la signification des peintures murales originales, leur histoire, leur redécouverte et leur récente conservation-restauration. La tablette est orientée vers le mur ouest. En appliquant quelques pressions sur l'écran tactile, le décor virtuel reconstitué se superpose progressivement au décor réel. L'utilisateur visualise le mur depuis sa position, mais peut également se déplacer, la scène virtuelle étant calculée et ajustée en temps réel. En appuyant sur le bouton IR de l'écran tactile, l'image infrarouge apparaît pour montrer aux visiteurs à quoi ressemblait le mur après l'enlèvement des plâtres du XIXe siècle et avant les travaux de conservation-restauration. En retournant ensuite à la scène virtuelle, l'utilisateur est amené à découvrir l'effet d'une bougie s'approchant du mur lorsque la pièce est sombre. L'aspect doré des chardons apparaît plus clairement, tandis que le scintillement de la flamme est simulé. Cette expérience de réalité virtuelle suscite une réaction immédiate de la part des visiteurs qui comprennent mieux l'impact du décor métallique sur l'effet global. Ainsi, l'expérience de réalité augmentée complète bien le discours tenu lors de la visite en proposant de manière non invasive une hypothèse de visualisation des peintures murales dans leur état d'origine. L'hypothèse proposée offre aux historiens de l'art la possibilité de renouveler leur analyse des peintures exposées. Ainsi, des comparaisons peuvent être faites avec des décors contemporains exécutés sur d'autres supports, comme les scènes de la tapisserie de l'Apocalypse conservées au château d'Angers et commandées par Louis d'Anjou, frère de Philippe le Hardi. Les deux scènes représentées indiquent sur le fond les initiales entremêlées du commanditaire et de son épouse, Marie de Blois, ou des décorations florales qui sont assez similaires à celles trouvées au château de Germolles. Ce travail n'aurait pas été possible sans le soutien de la SARL Germolles Palais Ducal en Bourgogne, de l'IUT Lyon 1, département informatique, de l'Action Coste Coche et de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté que nous remercions chaleureusement.